Sans plus tarder, je vais appeler notre ami et consoeur, le professeur Bouzroup, de Pasteur Sidi Faraj, pour nous parler du Mpox. Merci. Honorable assistance, bonjour à tous. Merci, professeur Benlabet. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et surtout donc présenter donc une communication dont les modératrices et modérateurs sont mes aînés. C'est un honneur pour moi d'avoir professeur Hamdani, professeur Benlabet et professeur Benaïssa pour modérer cette session. Écoutez, je ne vais pas la... Voilà. Alors, donc, ma présentation donc, va porter sur le Mpox, le virus Mpox. Tout d'abord, donc, une classification donc, de ce virus avant donc, d'entamer leurs caractéristiques virologiques, comment faire le diagnostic et comment se prévenir contre cette infection. Alors, c'est un virus qui appartient à la famille des poxviridae, le genre, la sous-famille des cordopoxvirinae, le genre orthopoxvirus et l'espèce monkeypox, pardon. Il faut savoir donc qu'il y a deux clades, le 1 et le 2. Le clade 1 donc est la souche historique qui existe donc au niveau du Gabon, RDC, la République démocratique de Congo, et nous avons le clade 2, la clade 2 qui elle est présente dans la région donc de l'Afrique ouest et qui circule actuellement en Europe. Un petit rappel sur le virus qui est un virus à ADN double brin. C'est un des très grands virus d'ailleurs. Il est classé parmi les plus gros virus à ADN. Il a une structure assez complexe parce qu'il est différent de la structure classique des autres virus ADN, parce qu'il a une capside qui est biconcave avec deux corps latéraux de part et d'autre, une enveloppe où il y a donc une membrane externe et une membrane interne. Alors, ce virus est apparenté au virus de la variole humaine, une maladie, donc, comme vous le savez, éradiquée en 1980 grâce à la vaccination. Le Mpox est un virus donc initialement présent chez l'animal et c'est par la suite donc il est passé donc à l'animal, à l'homme, pardon. Donc, il a comme réservoir les rongeurs et aujourd'hui, donc, il circule parmi nous, parmi donc les humains, et c'est comme ça qu'on parle de zoonose émergente. La maladie donc est causée donc par ce virus, on l'appelle Mpox, c'est le nom donc du virus, anciennement appelé variole de singe ou monkeypox. Bien qu'on l'appelle encore fréquemment variole du singe, ce n'est pas justement via les singes que cette maladie se transmet à l'humain, mais à partir des rongeurs. Vous allez voir après pourquoi on l'appelle variole du singe. Alors l'OMS aujourd'hui privilège en fin 2002 donc la dénomination de Mpox plutôt que de parler de variole du singe. Au microscope électronique, le virus se présente sous cette forme. Donc vous voyez donc il est tubulaire avec des corps latéraux de part et d'autre. C'est un virus donc, qui est présent donc, dans les gouttelettes respiratoires, la salive, les exsudats vésiculaires et les croûtes. Comme pour les virus à ADN, donc, il est sensible à l'éthanol, aux désinfectants et autres produits chimiques et il est résistant aux désinfectants phénoliques courants. Alors, ce virus, il privilégie surtout donc, chez l'animal, donc il est présent surtout chez les animaux donc, jeunes. La réceptivité de ce virus dépend donc de l'âge de l'animal, de l'espèce et aussi de la présence de pathologies concomitantes. Chez l'humain, par contre, on a remarqué qu'il infecte surtout les jeunes, surtout une population vulnérable qui présente des déficits immunitaires tels que les patients VIH positifs, les personnels donc, de santé qui travaillent dans les zoos en contact donc, avec les animaux et aussi les femmes enceintes. Un peu d'historique concernant ce virus. C'est un virus, comme je l'ai dit, donc il a été appelé variole du singe parce que justement la première souche a été isolée chez les singes en 1988 à Copenhague. Alors, chez des singes, et c'est pour ça qu'on l'a appelé variole de singe. En 1970, il y a eu le premier cas humain qui a été donc détecté chez un enfant de 9 ans. Ensuite, en 1996, il y a eu donc une première épidémie au Congo. Ensuite, en 2003, il y a eu des cas aux États-Unis. Et vous voyez bien l'évolution, un peu comment ça se propage. Et ce n'est qu'en mai 2022 que l'OMS a déclaré l'urgence parce qu'il y a eu une épidémie dans l'hémisphère nord. Il y a eu des cas donc, en Europe, en Espagne, en Grande-Bretagne et plusieurs autres pays.
L'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, c'était en mai 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de Mpox dans plusieurs pays, causés par surtout un variant. Parce qu'au départ, il y avait le 1 et le 2, maintenant il y avait le variant, le clade 2B, qui était présent, et c'est là qu'il y a eu donc l'alerte. Ensuite, ça s'est stabilisé. Ensuite, un an après, en août 2024, l'OMS elle relance encore cette alerte, cette fois-ci avec son plus haut niveau d'alerte, en déclarant que c'est une urgence de santé publique, notamment à cause de l'augmentation des cas en RDC, toujours, et aussi le fait qu'il y ait émergence de variants, qui est donc cette nouvelle lignée 1B du virus. Les statistiques montrent jusqu'au 13 septembre 2024 que nous avons donc 26 544 cas de Mpox, dont de suspects, dont 5 732 ont bien été confirmés Mpox, avec 724 cas de décès. Alors, quels sont les pays d'Afrique qui sont touchés? Donc, eh bien, par rapport aux cas suspects et confirmés, il y a 15 pays de l'Afrique qui ont été touchés par cette infection. Vous voyez bien, donc, c'est surtout donc, la région centrale et la région donc, d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, et dernièrement, un cas qui a été retrouvé au Maroc, et qui a suscité donc une alerte justement où l'OMS donc a fait appel au pays donc d'adopter une stratégie visant à stopper la propagation du virus. Le fait qu'il y ait apparition d'un cas au nord de l'hémisphère donc de l'Afrique, ça veut dire qu'il est en train de se propager et évolue vers le nord. Et c'est là donc que l'OMS et le CDC donc lancent cette urgence en respectant donc pour renforcer un peu le système de surveillance, la détection précoce et signaler au CDC tout cas suspect ou confirmé. En Algérie, donc, il y a eu une riposte du ministère de la Santé en créant donc, cette instruction ministérielle donc, du 19 août 2024. Donc, qui est téléchargeable donc, sur le net. Alors, cette instruction donc, va un peu définir ce que c'est que les cas, un cas suspect, un cas probable, un cas confirmé, qui est une étape primordiale. Vous allez voir après pourquoi. Il est important donc de définir ce que c'est qu'un cas de monkeypox. Et dans cette instruction, vous allez voir donc le dispositif de surveillance et d'alerte qui a été mis en place, les directives en matière d'organisation au niveau des DSP, au niveau des postes de contrôle sanitaire aux frontières, et comment prendre en charge les patients, et aussi les mesures donc préventives pour lutter contre cette infection. Alors, ce virus, donc, comment se transmet-il? Chez les animaux, donc, il est présent donc, au niveau donc, des liquides biologiques, donc il se transmet par les gouttelettes respiratoires, par inhalation de virus en aérosol, et par l'ingestion des organismes contenant des particules virales. Chez l'homme, la transmission, elle se fait par morsure ou griffure d'un animal, se fait aussi par la préparation de viande en brousse. Vous avez le contact direct avec un liquide corporel et le contact indirect par la litière contaminée. Maintenant, la transmission interhumaine se fait donc par les gouttières respiratoires, le contact direct avec les liquides organiques, le contact indirect par les vêtements, le linge de la maison qui est contaminé, et bien sûr les relations multipartenaires chez les homosexuels, puisque nous avons vu qu'il y avait une population vulnérable qui a été touchée par cette infection. Cliniquement, donc, cette infection donc, présente donc des symptômes, c'est surtout la fièvre, la migraine, vous avez donc les frissons, la fatigue, et vient après l'éruption sous forme de vésicule au début, après qui évolue donc vers des pustules, ensuite vers des lésions ulcérées, à la fin vers des lésions de croûte. La durée donc, des symptômes en général dure entre 2 et 4 semaines avec un temps d'incubation de 5 à 21 jours. Donc vous voyez, donc, le temps d'incubation quand même, il est assez long. Le diagnostic. Le diagnostic de cette infection, elle est surtout clinique. Donc c'est au ressort de l'infectiologue, du clinicien, donc de détecter, de faire d'abord un premier diagnostic différentiel par rapport aux autres dermatoses. Donc, il est réalisé donc, par le dermatologue ou bien par l'infectiologue. C'est ensuite que vient la confirmation qui se fait en laboratoire par PCR en temps réel. Donc, il est important de savoir que le diagnostic du Mpox doit prendre en considération les autres maladies éruptives, en particulier la varicelle, mais aussi la rougeole, les infections bactériennes cutanées comme la syphilis, l'herpès, etc. Il est important donc de faire la part des choses entre l'éruption du Mpox et les autres
fièvre éruptive. Au laboratoire, donc, vous avez donc différents cycles. Au début, donc, durant la période d'incubation, entre 5 et 21 jours, ça ne sert à rien de faire un diagnostic au laboratoire, donc aucun prélèvement, aucun échantillon à prélever n'est nécessaire. C'est ensuite, quand on a l'essai clinique, en général donc, durant donc, la première semaine, entre 1 et 4 jours, au stade de fièvre, là, on peut faire un prélèvement rhinopharyngé ou oropharyngé. Par la suite, on va passer au stade d'éruption cutanée. Là, le prélèvement consiste donc à prélever donc, par écovillonnage le liquide de croûte, donc surtout les vésicules de ces lésions. Donc avant les vésicules, on peut même au niveau des pustules, mais l'idéal c'est les vésicules où il y a donc le liquide qui est vraiment riche en virus. Ensuite vient donc la convalescence ou la guérison. Là par contre, c'est le sérum donc qu'il faudrait faire, mais nous allons voir après que finalement ce sérum n'a pas vraiment un intérêt important dans le diagnostic au laboratoire. Vous avez donc là une fiche qui résume un peu les modalités de prélèvement et de conservation, donc, des prélèvements donc, et de conservation et de transport du laboratoire pour le diagnostic de la variole du singe. Elle est téléchargeable sur le site web de Pasteur et aussi elle existe au niveau donc, de l'instruction ministérielle. Bien, cette fiche, vous allez voir le détail de tout ce qui est comment faire le prélèvement quand il s'agit d'un écouvillonnage, ou bien un écouvillonnage au niveau des lésions, ou bien l'écouvillonnage oropharyngé, ou bien un écouvillonnage anorectal. Donc vous avez donc toutes les règles donc, à suivre, et vous allez voir aussi, il y a les conditions de transport, qui est une étape quand même très importante. Méthode de diagnostic, vous avez le diagnostic direct qui consiste donc à rechercher le génome dans ces prélèvements donc, pharyngés ou autres, qui consiste donc à faire par la PCR en temps réel. Vous avez aussi donc, qui est la technique de référence et la seule pour le moment qu'on réalise. Vous avez l'identification du virus qui se fait par microscopie électronique ou isolement sur œuf embryonné ou bien histologie immunohistochimique, mais qui n'est pas réalisée en routine. Elle est laissée surtout pour les laboratoires de recherche. Vous avez la sérologie qui recherche la présence ou pas d'anticorps par technique de séroneutralisation immunofluorescence. La sérologie, donc le diagnostic direct, n'a pas un rôle important dans le diagnostic de cette infection. C'est surtout pour voir s'il y a présence ou pas contact, mais à cause des réactions croisées avec les autres anticorps, donc cette technique, n'est pas une référence. Les messages à retenir, c'est que dans le diagnostic de cette infection, qui est moléculaire, il est important d'utiliser des tests PCR qui sont préqualifiés par l'OMS ou bien par le CDC. Vous avez une liste de réactifs qui est téléchargeable sur le site de CDC et dont les laboratoires donc, doivent justement tenir compte. Les tests fabriqués doivent surtout cibler donc, les deux clades, les deux sous-types, clade 1 et clade 2, c'est nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui, les fournisseurs sont en train donc, d'améliorer, de mettre à jour leurs réactifs avec les nouveaux cibles, surtout par rapport aux 2B. Donc, c'est des tests qui ont deux cibles, donc, qui détectent la famille, le genre, l'ortho, et l'espèce, le mpox. Aujourd'hui, donc, il y a des tests rapides antigéniques qui sont en cours d'évaluation par le CDC. Et je pense que ça va beaucoup faciliter un peu l'étape de dépistage. Il faut un message aussi très important à connaître, c'est de savoir différencier entre mpox et varicelle. Je pense que le souci vient de là parce que c'est des fièvres éruptives. Et donc, on ne connaît pas très bien donc, l'éruption donc, de variolique, si vous voulez, et ce qui fait que donc, on a tendance à confondre avec les autres fièvres éruptives. La preuve, c'est qu'en Algérie, en 2024, nous avons eu 14 cas suspects de mpox provenant donc de quelques wilayas du pays. Ces 14, nous avons par exemple 4 de Alger, 3 de Janet, d'Oran, de Tizi Ouzou. Il y a eu 3 étrangers qui étaient bien sûr tous négatifs, mais c'était des cas finalement de varicelle confirmés au laboratoire. Pour vous dire qu'il y a eu des alertes, il y a eu vraiment une mobilisation générale autour de ces cas, parce que c'est tout un travail quand on vous ramène un prélèvement à 9h du soir et que vous devez donc dépêcher la technique pour faire le diagnostic le soir pour un cas suspect, mais
on sait qu'il est négatif, parce que tout ça, on ne sait pas différencier entre l'éruption cutanée d'origine donc varicelle, la plupart d'ailleurs c'est des varicelles, par rapport à l'autre fièvre éruptive. La prophylaxie donc, consiste donc à vacciner donc, les personnes surtout qui sont à risque. Donc, les vaccins sont commercialisés, ils sont à base de virus vivant de la vaccine qui est atténué et modifié. Nous avons donc des protocoles de vaccination, mais qui sont surtout destinés aux immunodéprimés et les personnes donc, qui compliquent. La prophylaxie, bien sûr, se limite surtout. Elle est surtout basée sur la stratégie donc, de prévention qui repose sur l'information et la sensibilisation, sensibiliser les populations aux facteurs de risque de transmission en évitant le contact cutané avec les personnes malades ou le matériel contaminé et informer donc, les populations à risque et les professionnels de santé sur tous ces risques, ces facteurs de risque. En conclusion, donc, ce qu'on peut savoir, c'est que l'Algérie, donc, elle est indemne de toute infection à Mpox, jusqu'à présent. Le diagnostic, il est moléculaire et non pas sérologique ou autre. Toujours utiliser ou acheter les réactifs qui sont déjà listés et validés par le CDC. Il est très important, si on veut lutter contre cette infection, de collaborer entre la santé humaine et santé animale, selon le concept One Health. Et je vous remercie. Merci, professeur Bouzroub, pour cette communication qui va